à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais revenir aujourd'hui sur l'affaire du petit Émile, parce que voilà, on a quelques nouvelles informations qui ont été communiquées à travers les médias, notamment le témoignage de la fameuse randonneuse qui a découvert le crâne de l'enfant sur un sentier de randonnée à proximité du ravin des Hauches. Voilà, et on a également trouvé, enfin, les gendarmes ont trouvé un fragment d'ossement appartenant au petit Émile. Donc voilà, je vais revenir sur ces deux points en particulier. Alors tout d'abord, concernant le témoignage de cette randonneuse, hein. Beaucoup sur les réseaux sociaux lui sont tombés dessus à bras raccourcis parce qu'elle avait osé transporter le crâne par elle-même plutôt que de le laisser sur place, hein, comme le suggéraient certains, et que c'était pas normal qu'elle avait pollué une scène de crime. Donc là, on en sait un peu plus sur cette personne qui explique pourquoi elle a procédé de la sorte. Alors là, j'ai vu un article, hein, je ne vais pas le lire mot à mot, hein, mais je vais vous le résumer en substance. Donc cette personne, cette randonneuse, c'est une femme de 60 ans qui est retraitée et qui est apparemment veuve, qui habiterait, alors pas exactement dans le hameau du Haut-Vernay, mais dans le coin. En tout cas, elle habiterait dans le secteur. Et c'est une habituée des promenades en pleine nature. Voilà, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et elle se décrit comme étant un peu déconnectée des choses matérielles, c'est-à-dire que ce jour-là, comme à l'accoutumée, elle n'avait pas son portable, elle ne prend pas son portable pour aller faire des randonnées, ce qui explique pourquoi finalement, lorsqu'elle a découvert ce crâne, elle n'a pas prévenu les gendarmes tout simplement parce qu'elle n'avait pas de téléphone. C'est même pas une histoire de réseau, elle n'avait pas de téléphone sur elle. Donc elle n'avait pas non plus la possibilité de prendre en photo l'endroit. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le samedi 30 mars, la retraitée férue de randonnée décide d'aller se promener malgré le vent, parce qu'on rappelle qu'à cette période, là, on est le week-end pascal, il fait un temps exécrable, hein, il y a des intempéries, il fait froid, c'est brumeux, il a plu, il y a à moitié de la neige fondue, bref, c'est un temps pourri. Elle le dira elle-même qu'elle a hésité à aller se promener ce jour-là, et que selon elle, c'était même un temps à rester sous la couette. Puis finalement, elle décide de partir en promenade aux alentours de midi. Alors elle prend pas sa montre, mais elle, euh, elle suppose qu'il est midi parce qu'elle entend le clocher du village au moment où elle part. Donc elle va se promener sans portable, sans montre, et puis à un moment donné, alors qu'elle est au niveau du ravin des Hauches, hein, sur ce sentier de forestier, elle va trouver un crâne qui serait au milieu du sentier. Alors ça c'est pareil, hein, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, quand le crâne a été découvert, on nous avait dit dans un premier temps que c'était un homme. Après, on nous a dit que c'était une femme, mais une quarantaine d'années. Après, on nous a dit que cette femme, en fait, son attention avait été attirée par le fait qu'un chien aurait reniflé par terre et aurait trouvé le crâne. Alors que pas du tout. Finalement, le crâne, il était au milieu, voilà, sur le sentier. Alors, elle voit ça, évidemment, elle est horrifiée. Au début, elle ne sait pas trop quoi faire, elle est désarçonnée. Elle comprend immédiatement, évidemment, qu'il s'agit potentiellement et vraisemblablement du crâne appartenant au petit Émile. Et elle se demande ce qu'elle va faire dans un premier temps, et puis elle décide finalement de récupérer le crâne qu'elle va en fait emballer dans deux sacs plastiques qu'elle a toujours à sa disposition pour protéger ses pieds de l'humidité lorsqu'il y a du mauvais temps, tout simplement. Et elle explique en fait qu'elle veut récupérer ce crâne parce qu'elle a peur que, eh ben, tout simplement, avec le mauvais temps, les intempéries, le crâne, une fois que les gendarmes seraient revenus sur place, soit déplacé par le vent, par la pluie, par la neige la fonte des neiges, par tout un tas de choses, par des éboulements. En plus, il y a du vent. Donc elle se dit, ça, c'est un coup à ce que je revienne
et que le crâne, on le retrouve plus, qu'il aille rouler bouler dans un fourré ou qu'il tombe, parce qu'on rappelle que de chaque côté de ce chemin, on a un dénivelé d'une forte pente de environ 30%. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'elle décide de récupérer le crâne. Donc elle rentre chez elle. Alors là, on suppose qu'elle habite pas très loin, hein. Elle rentre chez elle et elle prévient immédiatement les gendarmes, bien évidemment. Elle explique qu'elle va donc porter durant tout ce temps le crâne dans un sac plastique à bout de bras, parce qu'elle ne veut pas le mettre dans son sac, en fait, parce qu'elle ne veut pas le sentir contre elle. Donc elle va le porter un peu à bout de bras, et elle est un peu tétanisée, mais elle a hâte de rentrer, et elle se dit qu'au moins les parents d'Émile vont être soulagés, parce qu'au moins ils sauront que l'enfant est décédé, ils ne seront pas dans l'interrogation. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle, elle pense que c'est, je crois, hein, elle pense que c'est un... Pour elle, il n'y a pas de piste accidentelle, mais elle pense qu'éventuellement, il y a une intervention humaine. Alors, elle explique que ce crâne, il est blanc, tout propre, s'il peut s'expliquer avec tous les intempéries, hein, il était, entre guillemets, nettoyé, et il n'a que les dents du haut, puisqu'il manque la mâchoire inférieure. Donc, les gendarmes arrivent très rapidement, bien évidemment, et là, attention, ils vont retourner sur place, hein, pour retrouver l'endroit exact où le crâne a été découvert par cette randonneuse. Et avant de partir, elle repère en fait un arbre, un conifère, un gros conifère qui est tombé à l'horizontale, et elle s'en sert comme repère. Et ensuite, il va s'en suivre 9 heures de garde à vue, où cette dame va être auditionnée, voilà, pour vérifier la crédibilité de son témoignage, voir si elle a éventuellement un lien avec la famille, etc. Bon, bref, elle est cuisinée pendant 9 heures de garde à vue, compris le fait qu'elle retourne sur place pour montrer l'endroit exact aux gendarmes, et finalement, les gendarmes la redéposent chez elle aux alentours de minuit. Et le lendemain, son domicile est perquisitionné pour récupérer ses appareils informatiques, et pour faire évidemment les vérifications nécessaires pour bien vérifier qu'elle n'a rien à voir avec quoi que ce soit de criminel, et qu'elle ne serait pas elle-même impliquée dans la disparition et le décès de cet enfant. Donc ensuite, au bout d'une semaine, les appareils électroniques vont lui être rendus, et elle est officiellement mise hors de cause dans cette affaire. C'est vraiment juste un témoin qui a trouvé le crâne, en fait. Donc moi, j'ai envie de lui dire à cette dame, heureusement qu'elle était là, parce que sans elle, l'enquête, on a beau dire, elle serait encore au point mort, elle en serait encore au point de départ. Donc on lui est tombé dessus en l'accusant d'être responsable, au mieux, au pire, impliqué carrément dans cette affaire, alors que finalement, heureusement qu'elle était là, et que ce jour-là, elle n'est pas restée sous la couette, elle a décidé d'aller faire une promenade pour tomber en fait sur ce crâne. Elle explique d'ailleurs qu'elle avait l'habitude de se promener aux alentours, et que ce chemin de randonnée, elle l'avait déjà emprunté il y a environ un mois de ça, et qu'elle n'avait rien trouvé. Comme toutes les autres personnes qui étaient déjà passées à cet endroit-là, puisqu'on rappelle que c'est un sentier de randonnée qui est quand même relativement fréquenté par tout un tas de promeneurs, par voilà, des chasseurs, des cueilleurs de champignons, des gardes forestiers, etc., etc. Et que jusqu'à présent, personne n'avait rien trouvé. Donc cette dame explique en fait que pour l'instant, elle est fatiguée, qu'elle digère ce qui lui est arrivé, bien évidemment. Et donc voilà. Donc heureusement que cette dame était là, finalement, ça a permis de faire évoluer cette enquête. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je voulais revenir sur une information qui a été communiquée, je crois, il y a 1 ou 2 jours, à savoir qu'on a découvert des ossements supplémentaires. Alors là, les articles sont assez contradictoires, parce qu'au début, on nous dit des ossements supplémentaires, et puis finalement, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait seulement d'un fragment d'os. Donc ce fragment d'os aurait été retrouvé depuis un certain temps déjà, c'est-à-dire le 3 avril par un gendarme, qui évidemment, ce bout d'os a été rapidement amené aux services compétents
pour être identifié, ce qui a été le cas. Donc il a été identifié par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et donc il s'agit bien d'un ossement appartenant au petit Émile. Malheureusement, ce fragment d'os ne permet pas d'écarter totalement une piste ou d'en privilégier une autre. Alors ce fragment d'os aurait été retrouvé au même endroit, à peu près au même endroit où ont été découverts les vêtements appartenant à Émile, c'est-à-dire environ à 150 mètres en contrebas du lieu de découverte du crâne de l'enfant. Voilà. Donc, au stade actuel des choses, on ne sait toujours pas ce qui a pu arriver à l'enfant. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est criminel? Alors moi, je me fais un peu la réflexion, je me dis que malheureusement, avec le peu d'éléments dont on dispose, je pense que ça va être compliqué pour les médecins légistes de déterminer la cause de la mort. Parce que déjà, le crâne, on nous a dit que ils avaient déterminé qu'il y avait des petites fractures, mais qui étaient dues à le fait que des animaux se soient attaqués, mais c'était post-mortem. Donc c'est pas l'attaque d'animaux qui a causé le décès de cet enfant, puisque les fractures sont post-mortem, et que le fragment d'os, voilà, on ne sait pas si c'est vraiment un tout petit bout d'os ou s'il y a un os plus gros. En tout cas, c'est un morceau. C'est pas un os en entier. Et donc, c'est vrai que ça va être, à mon avis, très compliqué pour les médecins légistes. Alors, j'y connais rien, hein, mais je pense que ça va être compliqué pour eux de pouvoir déterminer la cause du décès de l'enfant avec si peu d'os. En fait, ils n'ont pas de squelette, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de squelette, donc ils ne peuvent pas déterminer si les os ont subi des fractures. Par exemple, s'ils avaient eu l'os qui se situe au niveau de la carotide, l'os hyoïde, je crois, ils auraient peut-être pu déterminer s'il y avait une fracture à ce niveau-là, que ça pouvait être une strangulation, que l'enfant aurait pu être étranglé. Or là, malheureusement, avec le peu d'éléments qu'ils ont, ça va être compliqué. Alors évidemment, ils ont dû, alors ça, on n'a pas, pour l'instant, c'est pas communiqué, hein, mais j'imagine que tout un tas d'experts scientifiques doivent déterminer, examiner les sédiments et le biotope qui se trouve au niveau des ossements, c'est-à-dire tout ça pour essayer de déterminer si les os ont été déplacés, soit de façon naturelle par les intempéries, hein, pluie, vent, fonte des neiges, ou par des animaux carnassiers, carnivores qui auraient déplacé les os, ou par intervention humaine. C'est-à-dire, mais ça aussi, à mon avis, ça doit être compliqué. Peut-être qu'ils peuvent identifier des morceaux de terre, si ils prélèvent des morceaux de terre sur les ossements et qu'ils se rendent compte qu'en fait cette terre ne vient pas du ravin des Auches, l'endroit de découverte des os, mais d'un autre endroit. Peut-être qu'ils pourront déterminer le fameux point zéro, c'est-à-dire l'endroit exact où l'enfant serait décédé, mais ça va être compliqué. Ils vont peut-être aussi pouvoir déterminer si le corps de l'enfant, enfin le squelette, a été au contact de l'eau, c'est-à-dire en examinant s'il y a présence de micro-algues qui se développent au contact de l'eau, ce qui pourrait être le cas si l'enfant aurait fait éventuellement une chute accidentelle dans un cours d'eau. Après, je ne sais pas si en juillet 2023, en plein été, les fossés les ruisseaux étaient encore alimentés par de l'eau ou pas. Voilà, ça pourrait être aussi une piste. Si s'est égaré dans la forêt et qu'il est tombé dans l'eau, il aurait pu se noyer éventuellement. Il y a également des hypothèses comme quoi il aurait pu se passer quelque chose au niveau du lavoir, hein, puisque c'est à cet endroit-là que les chiens Saint-Hubert, qui sont pourtant réputés pour leur flair excellent, pour trouver la trace de personnes disparues, donc vivantes, perdent la trace du petit Émile au niveau du lavoir. Certains ont émis l'idée que peut-être il se serait noyé dans l'eau, ou bref, c'est peut-être pour ça, en tout cas, qu'il aurait pu être mouillé et que ça aurait pu stopper son odeur et que les chiens auraient perdu sa piste comme ça, mais ça, je ne sais pas si c'est éventuellement possible ou pas. Donc c'est sûr que ça va être compliqué pour déterminer le point zéro, la cause du décès de l'enfant et
et si le corps, enfin les ossements, ont été déplacés. Moi, à mon humble avis, après je peux me tromper, mais je pense que euh, l'endroit où les ossements ont été découverts, c'est pas l'endroit où l'enfant est décédé. Je pense qu'ensuite les os ont été déplacés, alors soit par des animaux, par des intempéries ou par quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas, je pense pas que l'enfant, il est fait comme ça 2 kilomètres à pied dans un secteur ultra accidenté, enfin quand même avec de la caillasse quoi, qui se serait enfoncé sur un chemin forestier, qu'il aurait tracé sa route sans s'arrêter, moi je pense pas. Je pense qu'il est décédé à un autre endroit, mais ça devra être confirmé par toutes les analyses qu'ils vont devoir réaliser. Hein. Voilà ce que je voulais dire en substance. Donc maintenant, on attend hein, les résultats des analyses qui sont effectuées sur les ossements et également les vêtements. Alors les vêtements, on ne sait pas dans quel état ils ont été retrouvés. Hein, ça, on ne sait pas dans quel état de conservation. Est-ce que c'est plus que des fragments de vêtements tout déchirés en lambeaux? Est-ce que éventuellement ils vont pouvoir aussi prélever des morceaux de végétaux, de morceaux de terre pour voir si euh, ça viendrait pas d'un autre endroit et potentiellement essayer de prélever des traces ADN. Mais à mon avis, je peux me tromper parce que j'y connais rien, mais je pense que ça va être compliqué de trouver des traces ADN sur le vêtement et encore plus sur les os parce que les os, voilà, ils ont été en quelque sorte nettoyés par l'eau, par la terre, par les intempéries. Donc, à mon avis, ça va être très ardu euh, pour, euh, pour, euh, pour l'Institut de recherche criminelle, pour la police scientifique, de déterminer quelque chose. Donc, il faut savoir que l'endroit où ils ont retrouvé les ossements, le périmètre évidemment il est bouclé depuis le 30 mars dernier et le hameau est fermé aux visiteurs jusqu'au 15 avril et je crois que là ils avaient bouclé le périmètre pour vraiment fouiller le secteur en long, en large et en travers, hein, vraiment examiner minutieusement, ratisser au peigne fin pour tenter de retrouver d'autres ossements, mais qu'ils n'ont pas retrouvés. Je crois, je ne suis pas sûre, que là, ils estiment être arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire dans ce secteur de recherche et que là, maintenant, ils vont arrêter de chercher tout du moins à cet endroit parce que, manifestement, ils n'ont pas retrouvé d'autres ossements. Voilà. Alors sinon, moi, je me posais une question s'agissant, voilà, le jour de sa disparition, on nous dit qu'il a été vu pour la dernière fois vivant aux alentours de 17h15 hein, par ces fameux 2 témoins qui sont des voisins directs des grands-parents. Ce que je ne sais pas, enfin j'imagine, c'est que pendant 1 heure, parce que entre le moment où les grands-parents s'aperçoivent qu'Émile a disparu, il est peut-être, je sais pas, entre 17h15 et 17h30, et le moment où ils vont alerter la gendarmerie à 18h12, qu'est-ce qu'ils font? Alors j'imagine qu'ils vont, dans un premier temps, peut-être alerter les voisins et fouiller le hameau, parce que peut-être qu'ils se disent, bah, il doit être dans le hameau, il est peut-être caché dans une rue, dans un coin, donc je pense que pendant 3 quarts d'heure, ils vont fouiller les rues, ils vont retourner à la maison des grands-parents, ils vont fouiller le jardin, ils vont vérifier la cabane, mais je pense pas qu'ils soient sortis du hameau. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, Émile a pu s'éloigner et se perdre en forêt sans que personne ne le trouve. J'imagine qu'ensuite, le soir de sa disparition, quand les gendarmes sont intervenus à 18h, vers 18h30, ils avaient environ encore 3 heures avant qu'il fasse nuit. Hein, parce qu'on est en plein été, voilà, j'imagine que le soleil doit se coucher vers 21h, 21h30, et ils avaient encore devant eux pratiquement 3 heures de jour. J'ose espérer, enfin j'imagine que quand ils ont commencé à fouiller, ils sont sortis du hameau pour vérifier les alentours. Dans un périmètre, je ne sais pas moi, de 1 kilomètre, voire plus. Et on sait également qu'il y a eu des battues avec des civils, des volontaires et tout ça. J'imagine ils ont dû fouiller aussi. Et que là, malheureusement, si l'enfant s'est égaré, ça veut dire qu'il serait vraiment passé à côté. Enfin, ce que je veux dire par là, parce que c'est pas très clair, hein. On nous a dit que voilà,
les ossements, tout ça, ça se situait environ 2 km, un peu moins du hameau, et que il fallait 25 minutes de marche pour un adulte pour arriver à cet endroit-là. On imagine bien que l'enfant, de toute façon, je pense qu'il n'est pas décédé à cet endroit, il n'a pas mis 25 minutes. Peut-être qu'au bout d'une heure, c'est-à-dire vers 18h15, il avait peut-être fait tout au plus 1 km. Mais 1 km dans un endroit très végétalisé, avec des rochers, des fourrés, des fossés, etc., des ravins, c'est peut-être très compliqué à fouiller, on va pas se leurrer. Et finalement, plus j'y réfléchis et plus je me dis que finalement la piste accidentelle, elle est peut-être pas si déconnante que ça, et ça reste assez vraisemblable, hein. Ça reste assez vraisemblable, et que malheureusement ils auraient pu passer à côté. Parce que je me dis que dès qu'on sort du hameau, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est extrêmement végétalisé, et autant chercher une aiguille dans une boîte de foin. Après, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, je pense que la piste accidentelle, elle est quand même pas à écarter. Voilà, il y en a beaucoup qui se disent oui, mais c'est pas possible, avec toutes les battues, comment ça se fait que personne ne l'ait vu, tout le monde est passé à côté. Mais c'est peut-être pas si invraisemblable que ça. Enfin voilà, ça reste mon avis, mais pour moi, c'est quand même une hypothèse qui reste assez plausible. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la piste accidentelle, elle est aussi valable que la piste criminelle. Après, c'est vrai qu'on peut échafauder tout un tas d'hypothèses en faveur d'une piste criminelle, mais pour l'instant, force est de constater qu'on n'a pas le moindre élément pour étayer ça. Bien qu'il y a des troublants de coïncidence, hein, ça c'est sûr. Mais après, il n'y a pas, y a rien, il n'y a pas d'élément factuel. C'est ça qui est assez dingue dans cette affaire. Faut savoir que le jour de la disparition d'Émile, les recherches ont duré jusqu'à 3 heures du matin. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont continué de fouiller le secteur alors qu'il faisait déjà nuit, hein. Mais c'est vrai que malgré tous les moyens techniques déployés, le fait qu'on ne l'ait pas retrouvé, c'est vrai que ça paraît bizarre, hein. Moi, je me dis aussi, il y a quelque chose qui colle pas. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc après, j'oublie pas non plus l'ex-major, hein, de la CIA, Edward Dames, hein, qui doit apparemment rendre ses conclusions sur l'enquête qu'il a menée sur le petit Émile. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par rendre ses conclusions. Est-ce que il va réussir à résoudre cette affaire, qui va trouver entre guillemets les coupables, ou qui va dire oui mais c'est une piste accidentelle parce que je pense qu'il s'est passé ça, oui c'est une piste criminelle parce que je soupçonne un tel et je privilégie l'hypothèse, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de l'hypothèse d'un accident domestique, ou l'hypothèse d'une correction qui aurait mal tourné, ou l'hypothèse d'un accident avec une voiture ou un tracteur. Bref, on va bien voir quelle hypothèse, enfin qu'est-ce qu'il en déduit de tout ça. Est-ce qu'il arrive à trouver une réponse à tout ce qui a pu se passer et à vraiment résoudre cette énigme? On verra bien ce qui ressort de ces conclusions qui devraient communiquer vendredi prochain. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo aujourd'hui, s'agissant de la découverte de fragments d'os, et qu'on en sait un peu plus sur cette randonneuse, hein, grâce à son témoignage, et pourquoi notamment elle a récupéré le crâne par elle-même, hein. Voilà, ça se tient ce qu'elle dit. Ensuite, voilà, je me dis que c'est vrai que la piste accidentelle, pourquoi pas, on peut s'égarer très facilement, d'autant plus un enfant de 2 ans et demi. Il suffit qu'il se retrouve au milieu des arbres et il peut très vite être désorienté, ne pas retrouver son chemin et marcher aléatoirement un peu n'importe où, et s'enfoncer davantage dans la forêt, de sorte que peut-être que les gendarmes ou les bénévoles auraient pu passer à côté, hein. C'est une hypothèse. Après, certains s'étonnent parce que effectivement, ils disent que l'enfant aurait pu pleurer, mais on ne sait pas s'il est tombé, il a pu se faire mal, il a pu être blessé, il a pu être inconscient. Après, s'il est mort de cause naturelle, bah, ça pourrait être de la déshydratation, hypothermie. Et malheureusement, un enfant de cet âge-là, il va pas tenir plus de 2 jours en forêt, hein. Donc voilà, c'est vraiment compliqué de savoir ce qui est arrivé au petit Émile.
Donc espérons déjà que les gendarmes puissent découvrir si les ossements ont été déplacés, si vont pouvoir déterminer le point zéro, c'est-à-dire l'endroit où est décédé l'enfant, et qu'est-ce qui a causé son décès, si c'est une cause naturelle, l'enfant s'est égaré, il est mort de déshydratation, ou il est tombé, il a fait une mauvaise chute, ou si c'est la piste criminelle avec un accident, la circulation, un accident domestique qui aurait été maquillé, ou autre chose, hein, un homicide involontaire ou carrément un meurtre, même si moi personnellement j'y crois pas trop. Donc voilà ce que je voulais dire sur les éléments complémentaires dont on a eu connaissance. Voilà, bah écoutez, je vous laisse en débattre dans la barre des commentaires. Si la vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez, abonnez-vous, c'est encore mieux puisque ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, affaire à suivre.